Ils m'ont jeté du champagne au visage lors de leur soirée de gala au château, me traitant de déchets sans valeur qui n'avaient pas sa place ici. La matriarche a même tenté de me faire expulser par la sécurité, mais quand leur avocat a ouvert cette enveloppe et lu le testament de ma grand-mère, leurs visages sont devenus blêmes. Il s'est avéré que j'étais propriétaire de tout ce sur quoi ils se tenaient. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous raconter comment je suis passé d'une humiliation publique devant 200 personnes à la femme qui contrôle un empire d'1 milliard d'euros. Et avant de plonger dans le vif du sujet, si vous aimez les histoires où le karma frappe en retour et où l'opprimé triomphe, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Croyez-moi, vous allez vouloir voir la suite. Abonnez-vous, car ce qui va suivre restaurera votre foi en la justice. Je m'appelle Manon Dubois et il y a 3 mois, j'ai enterré la personne la plus importante de ma vie. Ma grand-mère, Marie Dubois, m'a élevé depuis l'âge de 6 ans. Elle était mon tout. Ma mère, mon père, ma meilleure amie, mon mentor. Elle travaillait comme gouvernante en chef pour l'une des familles les plus riches de France, les de Montaigne. Vous avez peut-être entendu parler d'eux. Les laboratoires de Montaigne. Des milliards d'euros. Une vieille fortune transmise de génération en génération. En grandissant, je rendais parfois visite à ma grand-mère sur son lieu de travail. Je me souviens encore de marcher dans ces couloirs de marbre, mes baskets grinçant sur des sols si polis qu'on pouvait y voir son reflet. Je voyais les membres de la famille passer en flottant, comme s'ils existaient dans une autre dimension. Ils ne regardaient jamais le personnel. Pas vraiment. Ma grand-mère pouvait être en train de frotter, de polir, d'arranger des fleurs, de gérer toute une équipe d'employés, et il passait juste à côté d'elle comme si elle faisait partie du mobilier. Mais grand-mère Marie ne se plaignait jamais. Elle me souriait simplement et disait, « Ma chérie, la dignité n'est pas ce que les autres te donnent, c'est ce que tu te donnes à toi-même. » Elle a travaillé pour cette famille pendant 40 ans. 40 ans de matin précoce et de nuit tardive. 40 ans à embellir leur monde tout en vivant dans un petit appartement en banlieue. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression qu'un morceau de mon âme avait été arraché. Les funérailles étaient modestes, juste quelques voisins et amis de sa paroisse. Pas un seul de Montaigne n'est venu, pas même une carte. Une semaine après l'enterrement, en triant ses affaires, j'ai trouvé la clé d'un coffre-fort collé à l'intérieur d'une vieille Bible. Il y avait une note de son écriture, pour Manon. Ouvre ceci quand tu seras prête à tout comprendre. J'étais sur le point d'aller à la banque quand quelque chose d'inattendu est arrivé dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe couleur crème, épaisse et coûteuse. À l'intérieur, une invitation à la soirée de gala caritative annuelle de la famille de Montaigne. Elle était adressée à l'héritière de Marie Dubois. J'ai fixé cette invitation pendant des heures. Une partie de moi voulait la jeter. Ces gens n'avaient même pas reconnu la mort de ma grand-mère. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait de la fierté que ma grand-mère mettait dans son travail, sentait que je devais à sa mémoire d'y aller. Peut-être voulait-il lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Peut-être avait-il enfin reconnu ce qu'elle représentait pour eux. Je sais, j'étais naïve, mais le deuil vous fait espérer des choses insensées. Alors, je suis sorti et j'ai acheté la plus belle robe que je pouvais me permettre. Rien d'extravagant selon leurs standards, juste une simple robe noire des Galeries Lafayette. Je me suis coiffé, j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées, et j'ai conduit jusqu'au château de Montaigne en Touraine un samedi soir d'octobre. Le château s'étendait sur un domaine immense, illuminé comme un palais de contes de fées. Des voitures valant plus que mon salaire annuel s'alignaient dans l'allée circulaire. Des valets en gants blancs ouvraient les portières. J'ai senti mon estomac se nouer en arrivant dans ma vieille Citroën 2CV. Dès l'instant où j'ai franchi ces portes massives, j'ai su que j'avais fait une erreur. Le hall d'entrée était bondé de gens dégoulinant de diamants et de créateurs. Des lustres de la taille de ma voiture pendaient du plafond. Des serveurs circulaient avec du champagne et du caviar. Et chaque personne qui me regardait avait la même expression, un mélange de confusion et de dédain. Je pouvais déjà entendre les chuchotements commencer. J'ai essayé de me fondre dans la masse, me dirigeant vers le bord de la salle, quand une jeune femme dans une robe de couturier blanche s'est approchée de moi. Elle était belle, de cette manière polie et coûteuse. Ses cheveux blonds coiffés en vagues parfaites, son maquillage impeccable. Elle m'a toisé de haut en bas avec un amusement à peine dissimulé. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Je pense que l'entrée du personnel de service est à l'arrière. J'ai senti mon visage s'empourprer.
Je ne fais pas partie du personnel. Je suis une invitée. Ses sourcils parfaitement dessinés se sont levés. Une invitée? Vraiment? Elle a ri, un son comme du verre brisé. Attendez, attendez. Oh mon Dieu, vous êtes la petite fille de Marie, n'est-ce pas? La parente de la femme de chambre. Elle a prononcé le mot « femme de chambre » comme s'il avait un goût amer dans sa bouche. D'autres personnes ont commencé à se rassembler autour de nous, flairant le divertissement. Une femme d'une quarantaine d'années, aux traits anguleux et portant un collier d'émeraude valant plus que ma voiture, s'est frayé un chemin. « Chloé, ma chérie, que se passe-t-il ici ?»« Maman, tu ne devineras jamais, » dit Chloé en sortant son téléphone. C'est la petite fille de Marie, tu sais, notre ancienne gouvernante. La femme plus âgée, que j'apprendrai plus tard être Sandrine de Montaigne, m'a regardé comme si j'étais quelque chose sur quoi elle avait marché. Je suis désolé. Comment exactement avez-vous obtenu une invitation à cet événement? Elle m'a été envoyée, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Adressée à l'héritière de Marie Dubois. Oh, ce doit être une erreur administrative, dit Sandrine d'un geste dédaigneux. Vous comprenez que c'est un événement très exclusif. Le prix du billet seul est de 50 000 €. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu une voix trancher la foule comme un couteau dans la soie. Quelle est la signification de cette perturbation? La foule s'est écartée et je l'ai vue pour la première fois. Monique de Montaigne, la matriarche. Elle avait plus de 70 ans mais se tenait comme une reine. Cheveux d'argent, yeux bleus glaciers et un tour de cou en diamant qui coûtait probablement plus que ce que ma grand-mère avait gagné dans toute sa vie. Elle m'a regardé et je me suis senti évalué et jugé complètement sans valeur en un seul coup d'œil. Madame de Montaigne, j'ai commencé, j'ai reçu une invitation. Je sais qui vous êtes, m'interrompit-elle, sa voix assez froide pour givrer du verre. Vous êtes la petite fille de Marie. C'est tout à fait inapproprié. Mon défunt mari était peut-être trop indulgent avec le personnel, leur accordant certaines libertés, mais cela dépasse toutes les bornes. Un homme d'une quarantaine d'années s'est avancé à côté d'elle, le visage rouge d'indignation. Mère a raison. C'est inacceptable. Comment avez-vous même réussi à passer la sécurité? Stéphane, mon chéri, calme-toi, dit Sandrine en lui touchant le bras. Puis elle se tourna vers moi avec une fausse sympathie. Écoutez, je suis sûr que vous partiez d'une bonne intention, mais vous devez comprendre que votre grand-mère était une domestique. Ce n'est pas votre monde. Un autre homme, plus jeune et chancelant, clairement ivre, éclata de rire. La petite fille de la domestique à notre gala de charité. C'est excellent. Sans mauvais jeu de mots. Attendez, si, jeu de mots tout à fait intentionnel. Léo, tu te donnes en spectacle, le rabroua Monique avant de se tourner à nouveau vers moi. Jeune femme, je vais devoir vous demander de partir. Stéphane, appelez les agents de sécurité. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. 200 personnes me dévisageaient. Chloé tenait son téléphone en l'air, filmant clairement la scène. L'humiliation était écrasante. Mais je me suis souvenu des mots de ma grand-mère sur la dignité. Et j'ai redressé la colonne vertébrale. Ma grand-mère a travaillé pour votre famille pendant 40 ans, dis-je doucement. Elle vous a donné ses meilleures années. Elle méritait mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Ce que vous méritez, dit Sandrine en s'approchant, c'est de connaître votre place. Et puis, comme au ralenti, elle a levé sa coupe de champagne et l'a versée sur ma tête. Le liquide froid a coulé sur mon visage, mes cheveux, imprégnant ma robe. La foule a eu un hoquet de surprise, puis a ri. Quelqu'un a applaudi. Chloé filmait sans aucun doute, probablement déjà en train de le publier pour son million d'abonnés. Je suis restée là, dégoulinante, sous le choc, tandis que Monique faisait un signe de tête à 2 agents de sécurité. Escortez-la dehors, dit-elle simplement, et assurez-vous qu'elle ne revienne pas. Les agents ont pris mes bras, sans brutalité, mais fermement, et ont commencé à me diriger vers l'entrée. Je sentais les larmes me brûler les yeux, mais je refusais de les laisser couler, pas devant ces gens. Ma grand-mère avait passé 40 ans à être invisible pour eux, et maintenant ils me jetaient comme une ordure. Nous étions presque à la porte quand elle s'est ouverte. Un homme âgé dans un costume impeccable est entré, suivi de 2 jeunes avocats portant des mallettes.
Je l'ai reconnu immédiatement d'après des photos dans l'appartement de ma grand-mère. Maître Jean Leclerc, l'avocat de la famille de Montaigne depuis plus de 3 décennies. Son visage était grave, presque funèbre. « Arrêtez », dit-il fermement. « Cette femme ne peut pas être expulsée de ces lieux. » Les agents de sécurité se sont figés. La voix de Monique a percé le silence. « Jean, de quoi diable parlez-vous ? J'ai donné des instructions explicites. » « Madame de Montaigne, j'essaie de vous joindre toute la semaine, » dit Maître Leclerc en s'avançant au centre de la pièce. Sa voix portait une autorité qui fit même taire Monique. « Nous avons une affaire juridique urgente qui requiert une attention immédiate. Elle concerne la succession de Marie Dubois. » La salle est devenue complètement silencieuse. Stéphane s'est avancé. « La succession de Marie ? Jean, avec tout le respect que je vous dois, qu'est-ce que la succession de notre ancienne gouvernante pourrait bien avoir à faire avec cette soirée ? Tout, dit Maître Leclerc calmement. Selon son testament et les documents juridiques que j'ai ici, cette affaire doit être traitée immédiatement dès que son héritière est présente en ce lieu, ce qui est maintenant le cas. Il me regarda avec quelque chose qui pouvait être de la sympathie ou du respect. Mademoiselle Dubois, veuillez rester, s'il vous plaît. Cela vous concerne directement. Le visage de Monique était devenu pâle. Jean, cela peut sûrement attendre lundi. Nous sommes au milieu d'eux. Cela ne peut pas attendre, Madame de Montaigne. Ce sont des documents juridiquement contraignants et urgents. Je dois insister pour que nous procédions immédiatement. Il y avait quelque chose dans son ton qui indiquait clairement que ce n'était pas une demande. Monique eut l'air de vouloir argumenter, mais au lieu de cela, elle fit un geste sec. Très bien. Tout le monde, je vous en prie, continuez à profiter de la soirée. Cela ne prendra qu'un instant. Mais personne ne bougea. La salle était captivée. Maître Leclerc ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Ceci est le dernier testament de Marie-Élisabeth Dubois, exécuté 6 mois avant sa mort, et examiné par 3 cabinets d'avocats distincts pour sa validité. Il chaussa ses lunettes de lecture. Je vais passer aux parties pertinentes. Combien pouvait-elle bien avoir ? Marmonna Léo. Quoi ? Quelques milliers d'euros d'économie ? Maître Leclerc le regarda par-dessus ses lunettes. Un peu plus que cela, monsieur de Montaigne. Il s'éclaircit la gorge. Marie Dubois possédait 35% des laboratoires de Montaigne. La pièce a explosé. Les gens haletaient, parlaient les uns par-dessus les autres. Le visage de Stéphane devint rouge vif. C'est impossible. C'est absolument. J'ai les certificats d'action ici même. Émis en 1962, continua calmement Maître Leclerc. Signé par votre grand-père, Pierre de Montaigne. C'est insensé, dit Monique, mais sa voix tremblait légèrement. Mon père n'aurait jamais. De plus, poursuivit Maître Leclerc, Marie Dubois possédait des parts majoritaires dans Propriété de Montaigne, la société holding immobilière qui détient ce château, la villa d'été en Bretagne, l'appartement haussmannien à Paris et 9 autres propriétés. Sandrine agrippa le bras de Stéphane. Son visage était devenu d'une blancheur de cire. En outre, dit Maître Leclerc, et je pouvais entendre la plus légère pointe de satisfaction dans sa voix, Marie Dubois détenait la participation majoritaire dans le trust familial de Montaigne, qui gère et contrôle tous les actifs, investissements et participations consolidées de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chuchota Chloé, son téléphone maintenant oublié dans sa main. Maître Leclerc la regarda directement. Cela signifie, Mademoiselle de Montaigne, que Marie Dubois contrôlait environ 95% de la richesse de votre famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais l'impression que la pièce tournait. Ce ne pouvait pas être réel. Ma grand-mère, qui vivait dans un 3 pièces en banlieue et découpait des coupons de réduction, possédait leur empire. Comment ? La voix de Monique n'était qu'un murmure. Maître Leclerc sortit un autre document. En 1962, Pierre de Montaigne avait des dettes de jeu qui étaient sur le point de détruire les laboratoires de Montaigne. Il était désespéré, honteux et à court d'options. Marie Dubois travaillait pour la famille depuis 2 ans à ce moment-là. Elle avait économisé 50 000 francs, toutes les économies de sa vie. Elle a approché monsieur de Montaigne et lui a proposé de lui prêter l'argent à une condition, départ dans la société. 50 000 francs n'auraient pas valu.
commença Stéphane. Il ne vaudrait pas grand-chose maintenant, admit maître Leclerc. Mais ces actions contenaient une clause spéciale, une clause de multiplication liée à l'expansion, aux fusions et à la croissance de l'entreprise. Chaque fois que les laboratoires de Montaigne se développaient, les parts de Marie se développaient proportionnellement. En 40 ans, après 12 fusions et acquisitions majeures, cette petite participation est devenue une participation majoritaire. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Demanda Monique. Et pour la première fois, elle semblait humaine, vulnérable. Selon sa déclaration écrite ici, elle ne voulait pas du pouvoir. Elle voulait la sécurité pour sa petite fille. Elle se contentait donc de travailler, de vivre simplement et de vous laisser croire que vous étiez aux commandes. Elle a écrit, et je cite, « Ils ne m'ont jamais vu comme autre chose que la domestique. Laissons-les continuer à le penser. Mais quand je ne serai plus là, je veux que Manon ait la vie que je n'ai jamais pu avoir. » Je sentais des larmes couler sur mon visage maintenant, se mélangeant au champagne qui séchait dans mes cheveux. « Oh, grand-mère, qu'as-tu fait ?» Maître Leclerc se tourna vers moi. « Mademoiselle Dubois, en tant qu'unique héritière de Marie, vous êtes maintenant l'actionnaire majoritaire des laboratoires de Montaigne, de propriété de Montaigne, et la fiduciaire de contrôle du trust familial de Montaigne. Effectivement, vous contrôlez toute la fortune de cette famille. » Tous les yeux dans la pièce étaient rivés sur moi. Ces gens qui s'étaient moqués de moi, m'avaient humilié, m'avaient versé du champagne dessus quelques minutes auparavant. Ils me regardaient comme si je m'étais transformé en quelqu'un de complètement différent. Mais je n'avais pas changé. Seule leur perception avait changé. J'ai essuyé mes yeux et regardé Monique de Montaigne. Elle paraissait plus vieille, soudainement plus petite. « Mademoiselle Dubois, dit-elle, et sa voix tremblait. Nous. Il y a eu un terrible malentendu. » Non, dis-je doucement. Il n'y a pas eu de malentendu. Vous aviez parfaitement compris. Vous me voyez comme un déchet, comme un rien, tout comme vous avez vu ma grand-mère pendant 40 ans. S'il vous plaît, dit Stéphane en s'avançant. Nous pouvons discuter de cela raisonnablement. Nous sommes de la famille, d'une certaine manière. Nous pouvons travailler ensemble. De la famille? J'ai regardé autour de la pièce. Est-ce ainsi que vous traitez la famille? Ma grand-mère vous a donné 40 ans de sa vie. Elle a sauvé votre héritage avant même que vous ne sachiez qu'il avait besoin d'être sauvé. Et vous ne l'avez jamais vu une seule fois comme une personne. Sandrine pleurait maintenant. Son maquillage parfait coulait. Nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir? Vous auriez pu la traiter avec un respect humain élémentaire, dis-je. Cela ne nécessitait pas de savoir qu'elle possédait votre entreprise. Cela nécessitait juste d'être décent. Je me suis tourné vers maître Leclerc. Quelles sont mes options? Légalement, vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez. Dissoudre la société, la vendre, la restructurer entièrement. Le pouvoir est vôtre. J'ai regardé la famille de Montaigne. Ils avaient l'air terrifiés. Et honnêtement, une partie de moi voulait tout réduire en cendres. Mais ensuite, j'ai pensé à ma grand-mère qui avait eu le pouvoir pendant 40 ans et qui avait choisi la grâce à la place. Voici ce qui va se passer, dis-je. Stéphane, vous quittez votre poste de PDG. Vous pouvez rester en tant que consultant, mais vous rendrez compte à la nouvelle équipe de direction que je vais mettre en place. Monique, vous quittez votre poste de chef de famille. Vous pouvez garder votre résidence personnelle, mais rien d'autre. Léo, l'entreprise financera votre cure de désintoxication, puis nous verrons s'il y a un rôle pour vous. Sandrine, toutes vos adhésions à des clubs privés payés par les fonds de l'entreprise sont annulées. Chloé, votre fonds en fiducie est gelé jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme et que vous travailliez à un vrai emploi pendant au moins 1 an. Vous ne pouvez pas. Commença Stéphane. Je peux, dis-je tranquillement. Mais voici ce que je vais faire d'autre. Les laboratoires de Montaigne vont commencer à se concentrer sur les médicaments abordables. Nous allons financer des bourses pour les enfants des employés de service. Nous allons créer un programme d'actionnariat salarié. Et nous allons établir la fondation Marie Dubois pour honorer la femme qui a bâti cet empire pendant que vous pensiez qu'elle ne faisait que nettoyer vos sols. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Ma grand-mère m'a appris que la richesse sans dignité ne vaut rien.
Vous aviez tout l'argent du monde et aucune idée de comment le mériter. Cela change maintenant. En sortant de ce château, encore dégoulinante de champagne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Ma grand-mère avait passé 40 ans à être invisible, mais elle avait tout vu. Elle avait été patiente, stratégique, et à la fin, elle s'était assurée que je ne serais plus jamais invisible. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit. Je suis assise dans le bureau du PDG maintenant, la photo de ma grand-mère sur mon bureau. Stéphane travaille 3 étages plus bas et, honnêtement, il est devenu quelqu'un de bien une fois dépouillé de son arrogance. Chloé est bénévole dans une clinique et semble vraiment heureuse pour la première fois de sa vie. Léo est sobre et dirige notre division caritative. Même Monique fait du bénévolat au musée de l'histoire du travail que nous avons ouvert dans l'allée du château. Ils appelaient ma grand-mère la domestique, mais elle les aidait depuis le début, même quand ils ne le méritaient pas. Elle m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque. Elle est dans la connaissance de sa propre valeur et dans le fait de ne jamais laisser personne vous l'enlever. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur ce bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le karma existe et que la justice prend parfois du temps, mais qu'elle finit par arriver. Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables de vérité et de rédemption. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Souvenez-vous que les gens que vous rencontrez en montant sont les mêmes que ceux que vous rencontrez en descendant. Traitez tout le monde avec dignité. Ma grand-mère le savait. Maintenant, le monde entier le sait aussi.